Bonjour à toutes et à tous, je profite du confinement pour créer une chaîne YouTube sur la paléontologie et les sciences de l'évolution. J'espère qu'elle vous plaira et au moins ça m'aura occupé. Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va essayer de répondre à la question comment fonctionne concrètement l'évolution. Et on va voir ça à travers deux exemples. Le premier sur l'évolution des mammouths laineux, et le deuxième sur un phénomène étonnant qui se déroule en ce moment même chez les éléphants d'Afrique et d'Asie. Pour illustrer la théorie de l'évolution, j'ai choisi l'exemple des mammouths laineux, mais honnêtement on aurait pu prendre complètement autre chose, ils vont juste me servir de prétexte pour montrer les mécanismes de l'évolution. Alors les mammouths, il y en a plusieurs espèces, elles font partie de la même famille que les éléphants. Ils sont apparus il y a 4 millions d'années en Afrique. À cette époque sur Terre on a des animaux étonnants, comme le glyptodon, le tigre à dents de sabre, ou les paresseux géants. Mais c'est une faune assez moderne, on est d'accord qu'il n'y a plus de dinosaures depuis bien longtemps. Par la suite, les mammouths vont sortir d'Afrique et s'installer en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, en passant par le détroit de Bering. Bien sûr, quand une espèce qui vient d'Afrique s'installe dans des régions subarctiques, elle doit s'adapter. En l'occurrence, une adaptation au froid, ça passe par une modification de la peau, des poils, on modifie le métabolisme, le stockage des graisses, tout ça. Et c'est ça l'évolution. Les mammouths s'adaptent au froid. Sauf que quand je dis ça, ça nous dit pas le mécanisme qu'il y a derrière. On est d'accord que c'est pas les mammouths qui vont décider par eux-mêmes d'avoir plus de fourrure, par exemple. Non, ce qu'il y a derrière, c'est le mécanisme de la sélection naturelle. Et c'est pour ça que la théorie de l'évolution, celle qui est acceptée actuellement en tout cas, on l'appelle la théorie de la sélection naturelle, ou parfois théorie darwinienne de l'évolution, puisqu'il se trouve que c'est Charles Darwin qui l'a décrite pour la première fois en 1859. Dans n'importe quelle population, même chez les humains, on n'est pas tous identiques. Il y a des petits, des grands, des brunes, des blonds, etc. Et bien chez les mammouths c'est pareil. Certains mammouths avaient plus de fourrure que d'autres, par exemple. C'est ce qu'on appelle la variation individuelle. Et bien ces mammouths qui avaient plus de fourrure, ils résistaient mieux au froid que ceux qui avaient des poils ras. En toute logique, ils ont survécu plus longtemps et ont pu faire plus d'enfants que les autres. Puisque quand vous êtes mort, vous faites moins d'enfants. Sauf que les parents transmettent leurs gènes à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Et donc leurs enfants seront eux-mêmes un peu plus poilus. Parmi cette nouvelle génération, certains seront cependant plus poilus que d'autres. C'est la variation individuelle dont on a parlé il y a même pas 30 secondes. Et les plus poilus, bien, ils vont survivre plus longtemps et avoir plus de descendants. Ces descendants seront eux-mêmes poilus. Etc., etc., après de nombreuses générations, vous aurez une population avec une fourrure épaisse, parfaitement adaptée au froid. Une population différente en tout cas de la population originale, suffisamment différente pour qu'on puisse parler de nouvelles espèces de mammouths. Et la sélection naturelle telle que l'a proposée Charles Darwin, c'est juste ça. Autrement dit, ce n'est pas parce que le climat s'est refroidi que les animaux se sont recouverts d'une épaisse fourrure, mais c'est que dans la population de base, certains avaient plus de fourrure que d'autres. Ceux-là ont été avantagés lorsque leur environnement s'est refroidi, ils ont fait plus de descendants, et au fil des générations, la population a évolué. Alors on peut pas s'adapter à tout non plus, et la grande majorité des espèces de mammouths ont disparu il y a 15 000 ans, sûrement dû à une hausse de la température, un changement de la végétation, tout ça peut être accentué par la chasse de l'homme. Une petite population de mammouths va cependant survivre au nord de la Sibérie jusqu'en 2000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, pendant que les Égyptiens construisaient leurs pyramides, on avait encore des mammouths sur Terre. Aujourd'hui par contre seuls subsistent leurs cousins les éléphants. Enfin subsistent c'est une façon de parler, puisqu'on va voir dans la suite de la vidéo qu'ils n'ont pas forcément un avenir plus radieux. Ces dernières décennies, il y a eu plusieurs études qui ont montré que la proportion d'éléphants sans défense augmentait. Les défenses chez les éléphants, ce sont des incisives qui sortent de la bouche puisqu'elles poussent en continu durant toute la vie de l'animal. Chez l'éléphant d'Asie, elles sont présentes uniquement chez les mâles, et chez l'éléphant d'Afrique, elles sont normalement présentes chez tous les individus. Je dis normalement puisqu'il y a certains éléphants qui naissent sans défense. Enfin attendez, tous les éléphantos naissent sans défense, sinon ils pourraient pas allaiter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'éléphants qui naissent sans défense, et n'en auront jamais durant toute leur vie. Les défenses, elles servent à se défendre, à creuser le sol pour chercher de la nourriture ou de l'eau, et elles servent éventuellement aussi à attirer des partenaires sexuels. C'est quelque chose de relativement utile donc. Et c'est d'autant plus étonnant que de plus en plus d'éléphants soient sans défense. Ce phénomène a surtout été observé dans les zones d'Afrique et d'Asie, où le braconnage est particulièrement intensif. Et c'est certainement pas une coïncidence, puisque quand vous êtes un éléphant et que vous avez de longues défenses, vous avez plus de chances de vous faire tuer par un braconnier. Les éléphants s'adaptent donc en perdant leur défense. Et là encore, c'est pas les éléphants
qui un matin vont se dire faut qu'on se débarrasse de nos défenses puisqu'on se fait tuer pour ça. Ils ont pas conscience qu'ils se font tuer pour cette raison-là. Enfin, je pense pas, vu l'absurdité du truc. Non, ce qu'il y a derrière, c'est la sélection naturelle. Dans la population, il y a toujours eu des éléphants qui avaient de grandes défenses et d'autres qui avaient de plus petites défenses, voire pas de défense du tout. Eh bien, ces éléphants avec de petites défenses, ils étaient moins braconnés, ils ont survécu plus longtemps et ils ont eu plus de descendants que les autres. Ces descendants, à cause de l'hérédité, avaient eux-mêmes de plus petites défenses. Etc., etc. Après plusieurs générations, vous aurez une population d'éléphants complètement sans défense. Et c'est déjà ce qui s'observe en fait dans certaines régions du Sri Lanka, où on a des populations entières sans aucune défense. Au Myanmar, au nord-est de l'Inde, la proportion d'éléphants sans défense a considérablement augmenté au cours du XXe siècle. Même chose dans les zones d'Afrique où le braconnage est important. Et cet exemple des éléphants, je l'ai pris pour illustrer la sélection naturelle, mais aussi pour deux raisons. Premièrement, pour montrer que l'évolution, c'est pas forcément un phénomène qui prend des millions d'années. Ça prend forcément plusieurs générations, mais ça peut être assez rapide, assez brutal. Et la deuxième raison, c'est pour montrer qu'au-delà de l'impact immédiat du braconnage, qui est déjà parfaitement dégueulasse, puisque quand vous tuez un éléphant, vous tuez pas juste un représentant de l'espèce éléphant. Vous tuez un individu, une personne, qui avait un rôle bien défini dans le groupe. Donc que ce soit un père, une mère, une enfant, une sœur, etc. Donc la hiérarchie sociale, elle va prendre des mois à se réorganiser. Mais au-delà de cet impact immédiat, je trouve ça assez dingue de se dire qu'une activité humaine comme le braconnage peut changer la morphologie d'une espèce sur le moyen long terme. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je me suis demandé pourquoi on observait ce phénomène qu'à partir du milieu du XXe siècle, surtout en Afrique, alors qu'a priori on a chassé les éléphants bien avant ça. Mais en fait c'est plutôt logique, puisqu'avant on chassait les éléphants pour la viande, de manière occasionnelle, voire pour la chasse au trophée, mais sans sélection en termes d'ivoire. Et on chassait les éléphants à la lance. Quand on chasse l'éléphant à la lance, il vaut mieux choisir l'éléphant le moins imposant, en tout cas qui a des défenses les moins imposantes possibles. Donc c'est une chasse qui finalement défavorisait les éléphants sans défense. Et ce n'est qu'avec l'arrivée du fusil moderne, apporté par les Occidentaux, et avec des balles qui peuvent tuer n'importe quel animal sans aucune distinction, que vous pouvez vous permettre d'abattre l'éléphant le plus fort du troupeau. À la base, je comptais conclure cette vidéo en disant que cette perte de défense, c'était un peu la lueur d'espoir des éléphants, puisqu'une fois qu'ils les auront complètement perdus, on leur foutra enfin la paix. Le problème en réalité est plus complexe que ça, puisque en plus du braconnage, les éléphants ils sont menacés par la réduction de leur habitat, que ce soit à cause de l'urbanisation ou de l'élevage, et vu que l'homme est réparti aux quatre coins de la planète, il y a de fortes chances que le seul répit que cette espèce pourra trouver, ce sera quand elle aura complètement disparu, et qu'elle rejoindra les mammouths dans nos musées. En tout cas, c'est assez fou de se dire que les éléphants évoluent en fonction de leur environnement, mais aussi désormais en fonction de l'homme et de ses activités. Et aujourd'hui, c'est toutes les espèces animales qui vont devoir répondre à un défi énorme. S'adapter à l'homme ou disparaître.